Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Panorama France Health Tech. Je suis Alexandre Regnault, vice-président de France Biotech et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence autour du Panorama France Health Tech qui nous réunit ce soir. Nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette conférence digitale en direct depuis le Salon Debré de l'Hôtel des ministres du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et ce pour la deuxième année consécutive. En février 2020, vous étiez près de 400 à assister à cette conférence. Cette année, vous êtes 715 à vous être inscrits à cette conférence, signe de l'intérêt toujours croissant que vous portez à la filière de l'innovation en santé. Le sujet qui nous réunit donc ce soir, c'est la sortie de la nouvelle édition, la 18e, du Panorama France Health Tech. Cette publication de 80 pages brosse chaque année un état des lieux complet de la filière des entreprises innovantes en santé, tant sur le profil des entreprises, des dirigeants, des opérations de financement ou de partenariat réalisées au cours de l'année passée, et ce grâce aux données remontées par plus de 405 entreprises de la filière, record encore battu cette année, et la précieuse contribution de nos partenaires, que je remercie au passage, BPI France, Euronext, EY et QBE, et bien sûr le réseau des pôles de compétitivité en santé qui soutient et accompagne cette étude chaque année. Alors un rapide mot sur France Biotech, pour ceux qui ne nous connaissent pas. L'association France Biotech a plus de 20 ans. Elle fédère, elle anime au niveau national la filière des entreprises innovantes en santé sous toutes ses composantes, biotech, medtech, e-santé et ses partenaires experts. Alors au-delà des événements qui jalonnent l'année, les travaux des 9 commissions, 3 groupes de travail, permettent de nourrir la feuille de route de France Biotech et de proposer des solutions concrètes pour renforcer la compétitivité et l'attractivité des entreprises du secteur. Alors rentrons maintenant dans le vif de la soirée avec un rapide coup d'œil sur l'agenda qui va s'afficher sur l'écran et que je vous laisse découvrir. L'agenda qui comprend bien sûr une intervention de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, de Monsieur Cédric O, Monsieur le ministre Cédric O, et 2 tables rondes, dont une qui va commencer dans un instant. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Franck Mouton, président de France Biotech. Merci Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame la Ministre. Je suis ravi d'être là et je suis ravi de vous accueillir. Je regrette évidemment qu'on soit tous un petit peu séparés physiquement et comme vous savez à quel point j'ai hâte qu'on puisse se retrouver physiquement et échanger autour de ce panorama. Je suis ravi aussi de vous accueillir pour l'événement phare de l'écosystème de l'innovation en santé avec la présentation, comme vous l'a dit Alexandre, de cette nouvelle édition du Panorama France Health Tech. Je tiens à remercier évidemment l'équipe opérationnelle de France Biotech et avant tout Chloé Evans qui vous présentera une partie des travaux qu'elle a réalisés pour ce travail remarquable. Comme l'a dit Alexandre, un grand merci aussi à nos partenaires qui sont là ce soir, Euronext, BPI France, EY, QBE, les pôles de compétitivité en santé, le réseau qui s'est aussi beaucoup mobilisé pour pouvoir nous aider dans la constitution de cette enquête. Et comme vous le verrez, cette 18e édition du Panorama témoigne plus que jamais, en particulier dans cette crise sanitaire, du dynamisme et de l'importance de notre filière. À ce titre, je souhaitais d'abord saluer l'engagement et la mobilisation des équipes, des entrepreneurs qui se sont engagés pour trouver des solutions pour la crise sanitaire Covid-19, qui ont réorienté leur plateforme technologique pour renforcer l'arsenal vaccinal, thérapeutique, diagnostic, pour apporter des solutions aux besoins immédiats et à venir. Et on le sait aujourd'hui avec l'apparition des variants, avec aujourd'hui l'absence de traitement spécifique pour les formes graves. Et donc la France aujourd'hui est clairement en position pour pouvoir apporter un certain nombre de solutions à cette situation. Je souhaite aussi saluer l'engagement des entreprises de la e-santé. Il y aura un focus dans la table ronde parce qu'eux aussi ont apporté une pierre magistrale à l'édifice de la prise en charge des patients cette année, qui donc avec l'explosion des usages et qui vont à terme révolutionner les parcours de soins. Je dirais que ce panorama nous apprend 3 choses aujourd'hui. Elle nous apprend que la filière a de nombreux atouts, vous le verrez, avec la diversité des talents à l'intérieur de ces entreprises, la diversité aussi et la résilience des entrepreneurs,
la diversité des approches technologiques qui sont déployées dans ces entreprises et qui sont des approches technologiques en pointe dans le monde pour répondre justement aux besoins des patients. Je voulais aussi aborder le fait que c'est à travers ce panorama, on a essayé de mettre en évidence aussi la raison d'être de ces entreprises, et ça va vous donner une vision prospective de la santé de demain. Et ça pose la question, et on l'abordera à la fin de l'événement, la question de quel système de santé allons-nous avoir besoin pour offrir aux patients ces innovations qui vont arriver à terme. Et enfin, cela aussi nous montre, et ça sera abordé au cours de la table ronde, qu'il y a de nombreux progrès qui doivent être réalisés pour donner à notre écosystème lui donner les moyens de ses ambitions. Des leviers existent, on pourra les aborder aussi à travers la table ronde. La crise sanitaire aussi nous a apporté un certain nombre d'enseignements. Et je crois qu'un des enseignements les plus importants, c'est les nouveaux modes collaboratifs et le fait qu'un certain nombre d'éléments montrent que le décloisonnement est possible et peut être une source de progrès. À ce titre, ce soir, vous le verrez, la forte présence des pouvoirs publics au niveau du ministère des Finances, de l'Économie et de la Relance avec Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher, avec Cédric O. Vous verrez également dans le document que vous pouvez télécharger dès à présent le témoignage apporté au panorama par le ministre de la Santé Olivier Véran, par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal, par le ministère des Affaires étrangères avec Franck Riester, et qui témoigne aujourd'hui du soutien, de la vigilance aussi très importante des pouvoirs publics sur notre écosystème, et faire en sorte que notre écosystème se déploie. Aujourd'hui aussi, c'est un événement important puisque s'est ouvert officiellement la prochaine édition du Conseil stratégique des industries de santé. Et je pense que c'est une opportunité unique pour notre écosystème de nous mobiliser aux côtés des pouvoirs publics et du système de santé pour actionner les leviers nécessaires et donner à notre filière toute l'ambition qu'elle mérite. Donc j'ai à présent l'honneur d'accueillir Madame la Ministre, que je remercie très chaleureusement de son engagement régulier à nos côtés pour notre écosystème. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général, Mesdames et Messieurs. Recevoir les entrepreneurs de la Health Tech à Bercy en cette période, alors vous êtes plus nombreux néanmoins derrière l'écran que dans cette pièce, paraît particulièrement approprié en ce moment. Il ne s'agit pas seulement de présenter des résultats à travers le panorama France Biotech, mais aussi de faire le point sur ce que nous avons vécu ensemble au cours des derniers mois et d'évoquer les perspectives qui s'ouvrent. Je crois qu'il n'est pas besoin d'insister sur le fait que la crise de la Covid a révélé l'importance des entreprises du secteur. Elle a révélé aussi leur capacité à réagir, à rebondir, à pivoter, à apporter des solutions. Au fond, les health tech sauvent des vies et je crois qu'on a pu le mesurer au fil des mois, ces derniers mois. Plus que jamais, nous avons besoin d'innovation médicale. Cette crise, elle est le miroir de ce que vous pouvez faire pour chacun d'entre nous. Vous aviez été biotech, medtech, e-santé en première ligne ces derniers mois. Dans le panel des entreprises interrogées pour ce panorama, je note que 26%, donc un quart d'entre elles, ont engagé des programmes de recherche SARS-CoV. Ces programmes ont de multiples visées. Il s'agit de mieux anticiper. On peut penser au suivi des variants du Covid, par exemple, avec le rôle du big data et de l'analyse grâce à l'intelligence artificielle. Les health tech sont également nécessaires pour compléter l'arsenal vaccinal face à ces nouveaux variants. Elles fournissent des solutions de traitement, par exemple pour prendre en charge les symptômes les plus graves. Elles aident à offrir de meilleurs diagnostics, puisqu'on sait que cette maladie emprunte plusieurs voies et se révèle de différentes manières, et que pour chacune de ces voies, il faut un traitement ou une prise en charge appropriée. Et puis, je n'oublie pas que les entreprises de la e-santé permettent de rapprocher les patients du système de soins, et on l'a vécu dans les confinements. Il y avait un
Un deuxième élément lié à cette crise du Covid, c'est l'éloignement des patients du système de santé classique. Et en fait, on a une accélération, la digitalisation du système de santé, une sorte de ruse de l'histoire. J'espère que ça nous remplit d'espoir. Une ruse de l'histoire et qui, du coup, rend ces solutions de digitalisation extrêmement pertinentes. Merci à France Biotech pour votre travail. Le dialogue que nous avons nourri tout au long de cette année est d'une très grande qualité. Et mon objectif, c'est qu'on continue dans cette voie, non seulement dans le dialogue, mais également dans la recherche de solutions. Ce travail collectif met en évidence que le secteur s'étoffe. Plus de 2000 entreprises health-tech françaises, dont 750 biotech, 1100 medtech, 200 entreprises d'e-santé sont aujourd'hui mises en valeur. Et le dynamisme de ce secteur se matérialise par les créations de nouvelles entreprises, puisqu'on compte plus de 60 health-tech créées cette année. Au-delà de ça, le rôle des pouvoirs publics est d'encourager ces vocations et de contribuer à les faire émerger. Il faut accompagner le développement de ces entreprises et on sait que de l'idée à l'industrialisation, et on est bien placé en ce moment pour le ressentir de notre chair, il y a tout un chemin à constituer, beaucoup d'investissements, beaucoup de risques pris, beaucoup d'incertitudes et qu'il nous faut adapter notre système de prise en charge des health-tech et d'accompagnement pour aller plus vite, plus fort et plus loin. C'est difficile, mais c'est de plus en plus faisable. Les health-tech qui passent le cap pour devenir une ETI et bénéficient d'une croissance forte se multiplient aujourd'hui. Pas assez, à notre goût. Je pense que Cédric O en parlera en des termes encore plus précis que moi. Mais en 5 ans, la filière a doublé son chiffre d'affaires. Il reste de nombreux relais de croissance, notamment avec l'e-santé. Les health-tech, ce sont près de 50 000 emplois et j'espère 3 fois plus d'ici à 2030. 84% des health-tech comptent recruter en 2021, principalement pour des postes en recherche et développement. Donc le sujet, ça va plutôt être de trouver les bonnes compétences que de se préoccuper d'une possible réduction d'emplois. Nous travaillons pour structurer l'innovation en santé et améliorer l'attractivité de notre pays par rapport à ce foisonnement d'initiatives et d'entreprises. Il nous faut maintenant pousser, accompagner. C'est tout l'enjeu des politiques publiques. Lors de la dernière Assemblée générale de France Biotech en novembre, j'avais eu l'occasion de rappeler ce que nous avions mis en place pour structurer l'innovation en santé. Et je veux insister sur ça parce qu'on l'a vu, nous sommes passés de la première à la 4e place en matière d'industrie pharmaceutique, 4e place européenne en matière d'industrie pharmaceutique en Europe. On en connaît les raisons, complexité administrative et médicaments et dispositifs médicaux qui sont les variables d'ajustement du budget de la santé. Moi, je l'ai connu lorsque je travaillais à l'assistance publique Hôpitaux de Paris il y a 17 ans. On se battait pour avoir accès aux molécules innovantes et à faire tomber dans l'enveloppe molécules innovantes. Et nous étions le dernier endroit où on pouvait bénéficier de ces molécules innovantes en France. Et c'était un combat de tous les instants extrêmement frustrant, d'autant qu'on était au contact des chercheurs, puisqu'ils étaient souvent aussi chefs de service ou PH dans nos services. L'enjeu aujourd'hui, c'est de changer de cap. On a commencé à le faire sous l'égide du président de la République en 2018 avec le Conseil stratégique des industries de santé. Nous avions une feuille de route construite avec l'écosystème qui prévoyait 60 mesures. Près de 90% sont aujourd'hui en place. C'est des mesures de bon sens pour revenir au fond dans la compétition européenne, avoir des ATU qui soient réformés, avoir plus de simplification, plus de rapidité pour des CPP, pour lancer des essais cliniques, pour parfois publier certains textes importants au journal officiel, on en est là, mais ça fait partie de ce que nous devons aujourd'hui faire. Mais il faut aller plus loin et être plus ambitieux. Je crois qu'il y a 2 éléments dans cette ambition. Le premier élément, c'est d'accompagner les financements. On le sait tous. Moi, j'ai notamment, lorsque j'étais à la PHP, vu passer un projet qui s'appelait CARMAT. Donc, c'était en 2003. Nous sommes en 2020. Ce projet, je l'ai recroisé lorsque j'ai travaillé à ce qui était le premier élément de la future BPI, le Fonds stratégique d'investissement. Puis je l'ai recroisé lorsque j'étais au conseil d'administration de la BPI. Puis je l'ai recroisé encore ces derniers mois. Donc ce sont des projets qui sont au long cours, qui mobilisent énormément de capitaux,
qui prennent énormément de temps et sur lesquels nous devons apprendre à investir et aussi à être patients et peut-être aussi à accélérer, parce qu'il y a certaines accélérations que savent très bien mettre en place les Bostoniens, si je peux les appeler comme ça, et que nous n'avons pas encore pris l'habitude de mettre en place. C'est dans cette optique que nous avons mis en place une initiative Tibi avec des fonds pour drainer l'épargne institutionnelle vers ces entreprises technologiques, alors pas seulement celles de la health tech, mais toutes celles qui sont très capitalistiques et prennent un peu de temps en termes de développement, mais néanmoins sont les plus innovantes et conduisent à des très grands succès comme on peut les vivre aux États-Unis. Le deuxième élément, c'est de rendre notre environnement institutionnel et industriel plus favorable et plus attractif. Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers qui sont pour toutes les industries. Je pense notamment à la baisse des impôts de production. Je pense à notre plan de relance qui accompagne les entreprises qui relocalisent des sites de production en France. Et vous savez que la santé est un des secteurs prioritaires dans cette liste des secteurs sur lesquels nous voulons reconstruire des capacités de production. Je viens d'annoncer d'ailleurs une augmentation d'1 milliard d'euros de l'enveloppe destinée à accompagner des projets industriels, auxquels s'ajoutent, s'il vous plaît, 300 millions d'euros spécifiquement pour augmenter nos capacités de production en lien proche ou lointain avec la Covid. Donc nous avons les moyens de vous accompagner industriellement. Maintenant, il faut dérouler. Et puis, c'est travailler sur l'accompagnement de l'innovation et de la recherche. Et nous allons le faire au travers du 4e programme d'investissement d'avenir qui cible les bioproductions et l'e-santé comme des éléments centraux. Donc, c'était des éléments centraux du contrat stratégique de filière des industries de santé, mais maintenant on a les moyens et donc on va pouvoir dérouler. Et vous savez que nous avons mis en place tout récemment une alliance pour la bioproduction française avec cette ambition de faire atterrir des sites très précis et de ne pas en rester à des paroles. En matière d'e-santé, nous voulons également être une référence mondiale. On en a quand même les ingrédients. On a les meilleurs mathématiciens, on a des très bons chercheurs en intelligence artificielle, on a de la data de santé, on a un haut niveau de formation en médecine. Donc on a quand même des ingrédients forts. Le président de la République vient de lancer le Paris Santé Campus sur le site du Val-de-Grâce. Ce site sera dédié à la santé numérique. Il permettra de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'innovation en santé avec un investissement de 400 millions d'euros. Il faut continuer à poursuivre. C'est ce que nous allons faire au travers de notre nouveau Conseil stratégique des industries de santé pour 2021. Nous avons réuni 5 experts. Nous l'avons lancé ce matin avec Olivier Véran et Frédéric Vital, avec des objectifs de bon sens, mais ambitieux, puisque nous ambitionnons de retrouver notre place historique comme nation européenne la plus innovante en santé. D'ici 2030, on se donne 10 ans. Il faut assurer une recherche fondamentale d'excellence et interdisciplinaire. Vous savez qu'on a remis beaucoup de moyens dans la recherche, mais aussi beaucoup d'ambition dans la recherche au travers de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche portée par Frédéric Vidal, qui vise aussi à faciliter les transitions entre recherche fondamentale et recherche appliquée et environnement public et environnement privé. Tant on sait que cette fluidité est nécessaire pour accompagner les chercheurs. La deuxième ambition, c'est de catalyser l'innovation pour assurer le développement des entreprises innovantes, de la phase clinique à l'industrialisation, avec 2 axes forts. Le premier, je sais qu'il tient à cœur à France Biotech, c'est d'avoir une structure de gouvernance unique de l'innovation en santé, qui peut jouer le rôle d'interlocuteur pour les entreprises et disposer d'une vision de long terme. Le deuxième, c'est de prendre des risques, notamment financiers. Sans surprise, nous voulons améliorer l'accès au financement pour les phases risquées et à forte intensité capitalistique, au-delà de ce que nous avons déjà engagé. C'est ce fameux désert de la mort entre le moment où la petite pousse commence à fleurir et puis le moment où l'industrialisation est finalisée. Vous avez quelques années très difficiles où les financements ne sont pas si accessibles que ça, en tout cas en France et parfois en Europe. Et on voit partir nos pépites ailleurs.
et assez légitimement pour trouver des terres plus accueillantes. Nous voulons améliorer l'accès au financement, donc dans cette dynamique-là, et nous allons articuler nos projets avec l'ambition portée aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne. Je pense que le président de la République française a un peu contribué à mettre, enfin pas un peu, a contribué à mettre cette idée sur l'agenda de la Commission européenne, qui est de créer l'équivalent d'une BARDA européenne, dont on voit la puissance de feu aujourd'hui sur un sujet comme les vaccins. Lorsque l'innovation est mature, elle doit pouvoir être mise sur le marché facilement. Et pour pouvoir bénéficier au plus tôt aux patients, il convient de pouvoir produire en quantité industrielle et les dispositifs médicaux et les médicaments nouveaux. Et je souhaite souligner que les dispositifs médicaux ne doivent pas être les parents pauvres de la health tech, parce qu'ils sont souvent isolés dans les grandes stratégies en matière de santé, alors que nous avons des ETI, des petites pousses start-up qui ont plein d'idées, souvent d'innovations sobres, souvent particulièrement pertinentes pour des prises en charge de patients et qui doivent être également accompagnées. Nous ne serons enfin performants dans l'innovation en santé sans un effort pour développer et faire émerger les formations initiales et tout au long de la vie. C'est aussi un maillon important de la chaîne sur lequel nous avons demandé à nos experts de nous faire des propositions, et des propositions aussi efficaces que décoiffantes si cela est utile. Les health tech sont un élément indispensable de la filière industrie et technologie de santé. Il y a une réelle synergie entre vous et les grands industriels, avec bien sûr des enjeux propres à chacun. Nous sommes ensemble et nous avons in fine les mêmes objectifs. Nous signerons prochainement l'avenant au contrat de filière des industries de santé pour formaliser leur feuille de route. Et c'est l'ensemble de ces travaux, contrats stratégiques de filière, travaux que nous menons avec le CSIS, et les échanges constants que nous avons au niveau de France Biotech, qui doivent nous permettre d'accélérer et de passer d'un stade où nous étions dans l'amélioration continue et des progrès à un stade aujourd'hui de catalysation, de cristallisation de cette accélération. Au fond, les circonstances nous aident un peu. Je pense que plus personne aujourd'hui ne conteste le caractère essentiel des industries de santé, de la nécessité d'avoir des productions en France et de la nécessité d'investir dans l'innovation. C'est une très bonne nouvelle, et croyez que vous pouvez compter sur moi pour soutenir ce secteur et faire en sorte que nous craquions le système et que nous atteignions effectivement cet objectif d'être la première nation la plus innovante en matière de santé en 2030. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais maintenant passer la parole à Chloé Evans, responsable des études sectorielles et des relations internationales de France Biotech, pour nous parler des grandes tendances qui se dégagent de ce panorama. À toi, Chloé. Merci beaucoup, Alexandre. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous présenter donc les conclusions de cette étude Panorama France Health Tech 2020, donc étude emblématique de la filière. Donc pour commencer, on va avoir donc deux aspects. Un premier aspect où on va s'intéresser aux entreprises de la health tech, à leur dynamisme, à leur R&D, à l'emploi. Et puis dans un deuxième temps, donc on va davantage se focaliser sur les technologies et sur leur potentiel, et faire un petit focus très rapide sur l'année 2020 qui a été marquante pour tous. Donc lorsqu'on parle de la health tech, de quoi on parle en fait? On parle de la biotech. On a à peu près 750 entreprises en France. On a également la medtech, donc les dispositifs médicaux. Donc là, on est à un peu plus de 1000 entreprises. Et puis également la e-santé. Donc là, on est à peu près à 200 entreprises. Donc dans e-santé, en fait, on s'intéresse vraiment aux entreprises qui ont des applications médicales davantage que le bien-être. Et donc sur ces 2000 entreprises françaises, on s'est focalisé sur une enquête où on a eu 405 répondants. Et ce que l'on observe, c'est que donc, les catégories qui sont représentées dans cette enquête reflètent assez bien la réalité du secteur et de la filière, puisqu'on a à peu près la moitié des entreprises de biotech et un quart de medtech. Une autre conclusion qui est assez intéressante et qu'on voit se développer de plus en plus, c'est la porosité entre ces différentes disciplines.
Donc on va avoir des sociétés qui vont intégrer de plus en plus du numérique dans leurs activités. Et donc on va retrouver cette tendance au niveau à la fois des biotech, mais aussi des dispositifs médicaux, avec par exemple des dispositifs médicaux connectés. En termes de profil type, donc c'est quelque chose qui évolue relativement peu d'année en année. On est sur des sociétés qui sont plutôt jeunes, plutôt start-up, avec des fondateurs scientifiques ou médecins. Mais cependant, on commence à observer certaines ETI émerger. Donc aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de sociétés françaises qui ont plus de 100 salariés. On commence à avoir des produits qui se rapprochent de plus en plus du marché avec de plus en plus de phase 3. Et puis des capitalisations boursières qui atteignent près du milliard d'euros aujourd'hui. Donc c'est une très forte dynamique à la fois de création d'entreprises et puis de maturité qui semble de plus en plus acquise pour le secteur. Une autre caractéristique assez clé et qui est vraiment propre à la health tech, c'est l'international. C'est-à-dire que ces pathologies, ces patients, ils sont partout dans le monde. Ils s'adressent vraiment à des marchés globaux. Donc on retrouve les 3 grands marchés de la santé dans les entreprises de health tech, avec les États-Unis qui ont une place dominante, l'Europe et de plus en plus l'Asie. Et donc ces entrepreneurs ont des ambitions qui sont d'emblée internationales. Et on retrouve ça donc dans leur stratégie, dans leur vision. Une part très importante, je vais y revenir, des partenariats est menée avec des acteurs internationaux. Et donc ça, c'est vraiment la caractéristique du secteur. Et donc, on a quand même une tendance, lorsqu'on regarde vraiment les pays qui sont ciblés, l'Europe reste le marché privilégié des entreprises de health tech, avec l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni aussi, qui sont vraiment les marchés ciblés. Et puis une autre caractéristique aussi du secteur, c'est qu'on est vraiment sur un secteur qui, disons que c'est très rare qu'une biotech développe un produit toute seule. En fait, c'est vraiment tout un écosystème qui se forme autour d'elle, avec des laboratoires académiques, avec des industriels, des laboratoires pharmaceutiques, qui contribuent chacun à différents niveaux à apporter cette valeur-là et à répondre à un besoin médical. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui travaille ensemble pour ces avancées. Ensuite, donc, non seulement donc, c'est une filière très dynamique en termes de création de valeur, en termes d'international, en termes de présence. C'est également une filière qui est extrêmement dynamique en termes d'emploi. Donc, c'est une caractéristique qui est vraiment propre. Et c'est vrai qu'on traverse des temps un peu incertains, avec une crise qui s'annonce. Et donc, on peut dire qu'on observe une bonne nouvelle vraiment pour le secteur, puisqu'on a 84% des entreprises qui comptent recruter cette année. Donc c'est vraiment une très belle nouvelle. Ça montre qu'il y a vraiment un besoin de compétences, d'expertise pour accompagner ces produits jusqu'au marché. Et donc on estime que la filière va générer plus de 130 000 emplois d'ici 10 ans, ce qui est énorme. Et une autre caractéristique assez clé, c'est que donc, comme je l'ai dit, ces entreprises agissent rarement seules. Elles n'ont pas forcément toutes les compétences en interne, et donc elles sous-traitent énormément, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau des essais cliniques. Donc c'est vraiment tout un cadre d'experts qui se forment autour de ces entreprises et qui génèrent du coup beaucoup d'emplois indirects. Donc la R&D, comme vous le savez peut-être, donc la propriété intellectuelle est clé. C'est un secteur où les barrières à l'entrée sont élevées, où il y a une concurrence forte, d'où le besoin vraiment de protéger sa R&D et sa propriété intellectuelle. Donc on a plus de 30 000 brevets qui ont été déposés par la filière depuis la création des entreprises, ce qui est énorme en tant que secteur. Et puis la R&D représente aussi un investissement vraiment continu tout au long du développement de la société. Il va y avoir des moments où l'entreprise va dépenser beaucoup dans sa R&D. Donc elle consacre la moitié de ses effectifs à cette activité, et c'est le premier poste de dépense. D'où le fait que les entreprises sont aussi, qu'on a la quasi-totalité d'entre elles qui utilisent le système du crédit impôt recherche, qui est vraiment essentiel pour elles. Et donc enfin, un dernier mot sur la R&D. On a vu que la recherche académique joue un rôle très important dans les partenariats des entreprises, mais elle le joue également à la création, puisqu'on a la moitié des entreprises qui ont été créées à partir de recherches académiques et d'universités. Donc on a vraiment une excellence française en termes de recherche avec des instituts de renommée, le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur, Curie, tout ça. Énormément de ces projets
et en particulier biotech, émanent de ces instituts de recherche. Donc un mot sur les finalités et sur les technologies. Donc on s'est intéressé aussi, au-delà de regarder le nombre de produits et les domaines thérapeutiques qui chaque année sont quand même relativement semblables et qui évoluent peu, on s'est intéressé à regarder quelle était la finalité des technologies. Donc on voit en fait que dans les 4000 produits health tech commercialisés, on a une grande majorité d'entre eux qui visent vraiment à apporter un bénéfice net, que ce soit au niveau de l'amélioration de la qualité de vie, que ce soit au niveau du diagnostic. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, on a plus d'un tiers des produits de biotech qui visent à éradiquer une maladie. Donc ça représente une approche extrêmement, avec énormément de valeur pour les patients, pour le système de soins. Et lorsqu'on s'intéresse aux produits de phase 3, et vous pourrez regarder un peu en détail dans le rapport, là c'est vraiment les conclusions générales, mais lorsqu'on regarde vraiment cette vingtaine de produits, on a la moitié d'entre eux qui sont basés sur des approches dites biologiques, donc soit des vaccins, soit de la thérapie génique, soit des anticorps ou des enzymes. Donc on voit que cette démarche est extrêmement intéressante et reflète aussi le pipeline mondial des produits de santé. La e-santé également est assez complémentaire de ces approches medtech, donc de diagnostic et thérapeutique, puisqu'elle vise vraiment, pour la plupart des solutions, à apporter davantage de suivi ou de fluidifier le parcours de soins du patient. On a une amélioration de la prise en charge. On a aussi beaucoup de sociétés qui développent des solutions pour accélérer la R&D. Donc ça, c'est vraiment des approches qui sont assez complémentaires et très intéressantes. Donc on a vraiment tout un arsenal technologique, si on peut dire, qui est vraiment là, qui est développé vers les entreprises et qui permettra de mieux anticiper l'avenir et de se préparer à ce qui va suivre. Donc juste un mot très rapide sur l'année 2020. Donc c'était une année assez exceptionnelle, pas forcément au bon sens du terme, vraiment la situation a été assez difficile, a été reflétée par un impact fort sur les entreprises de health tech, en particulier au premier semestre. Néanmoins, on voit que les entreprises ont pu faire preuve d'agilité, de rapidité dans leur façon de passer à autre chose et à s'adapter. Donc on a une très belle amélioration pour la plupart des sociétés qui ont réussi à reprendre leurs essais cliniques. Donc on a eu des retards qui ont été quand même relativement bien maîtrisés. Et enfin, donc, on a aussi, malgré ces difficultés, des sociétés qui ont pu rapidement déployer leurs solutions, leur expertise, leurs connaissances pour développer à la fois des produits, du diagnostic, des solutions d'e-santé. Et donc cette agilité a permis d'être extrêmement réactif et on a vraiment une très forte mobilisation de la filière. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a un quart des entreprises qui ont redirigé leurs travaux, donc ça c'est quelque chose d'assez phénoménal. Merci beaucoup. Merci Chloé de cette présentation très, très synthétique du panorama. Alors je vais inviter maintenant les participants à la première table ronde à monter sur scène. Françoise Marie, directrice ligne financière QBE France. Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation BPI France. Stéphane Tollander, coordinateur de la commission e-santé France Biotech. Cédric Garcia, associé EY. Et Guillaume Morelli, Head of SMEs France Euronext. Merci à tous de votre participation et de votre présence. Alors on va commencer, on a 25 minutes, donc on va être à la fois synthétique et j'espère apporter des points de vue complémentaires à la lumière de ce panorama qui a été présenté par Chloé. Donc on va commencer avec vous Françoise. Est-ce que vous voulez nous donner un éclairage sur la responsabilité des dirigeants de biotech et d'entreprises health tech dans le contexte qu'on connaît et si vous avez pu déjà observer des tendances sur l'année 2020. Bonjour, merci de me laisser la parole. Je vais me montrer très rassurante. La Covid-19 n'a aucun impact, n'a pas développé les sources de responsabilité juridique des dirigeants. Il n'y a pas eu d'aggravation, il n'y a pas eu de limitation de responsabilité malgré quelques tentatives. Mais ce que l'on note, c'est une intensification des risques auxquels sont confrontées les entreprises du health tech. Donc il y a une intensification des risques financiers, puisque l'on voit qu'il y a des pertes de chiffre d'affaires, des losses de l'endettement, des besoins de trésorerie, il y a des risques opérationnels
émergents du fait du télétravail, avec un aggravement des risques psychosociaux, avec un accroissement des normes sanitaires par le protocole sanitaire national, et également une amplification des risques cyber du fait du télétravail. Il y a également une augmentation du risque juridique et réglementaire, puisque le millefeuille des normes, des règlements applicables aux sociétés s'est intensifié. Toutefois, la responsabilité des dirigeants reste la même. Les sources de responsabilité des dirigeants restent les mêmes. Je ne vais pas passer aujourd'hui en revue toutes les sources de responsabilité des dirigeants, puisque ça serait beaucoup trop long. Je vais en passer en revue que 2, celles qui sont prenantes par rapport au Covid-19. Mais au préalable, je voudrais rappeler que la fonction de dirigeant se professionnalise. À partir du moment où on devient dirigeant, on est réputé être compétent à prendre des actions dans une entreprise, à les gérer. Donc toute faute commise lors d'une gestion d'entreprise entraîne la responsabilité personnelle des dirigeants et par voie de conséquence impacte le patrimoine privé des dirigeants des sociétés. C'est le premier point que je veux éclairer, c'est le préalable à mon explication. Les 2 points que je voudrais aujourd'hui mettre en avant sur la responsabilité des dirigeants. La première des responsabilités, c'est le non-respect de l'obligation de sécurité qui découle du Code du travail. Je vous rappelle que les entrepreneurs doivent prendre les mesures pour protéger la santé physique et mentale de leurs employés et également prendre les mesures de sécurité pour ces mêmes employés. Il en découle donc une obligation de moyens renforcée à la charge des dirigeants. Les dirigeants ont une responsabilité, ils ne pourront s'en exonérer que s'ils ont pris toutes les mesures pour préserver la santé de leurs employés. Donc, une des premières étapes pour s'exonérer de cette responsabilité, c'est de mettre en place tout le protocole sanitaire national. Voilà, c'est de se conformer à tous les guides métiers. Donc, tous les guides métiers qui sont en relation avec la Health-Tech doivent être mis en place. Ça, c'est le premier point. La deuxième source de responsabilité qui, pour moi, doit être mise en avant aujourd'hui, c'est la faute de gestion. Je vous rappelle que la faute de gestion, c'est le fondement premier de la responsabilité des dirigeants. Je vous rappelle aussi que la faute de gestion, elle relève de la seule appréciation des juges. Il n'y a pas de définition légale de la faute de gestion. Et il en découle de cette définition de la jurisprudence que tout dirigeant doit agir de manière prudente, diligente et active. Alors Françoise, la question que l'on peut se poser par rapport au Covid-19, puisqu'on n'a pas à l'heure actuelle, on est dans le bain du Covid-19, on n'a pas assez de recul, c'est comment les tribunaux vont-ils apprécier la faute de gestion par rapport à la Covid-19 ? Alors nous avons quand même eu une première crise en 2008 qui nous permet de donner ces réponses, puisqu'en 2008, la jurisprudence a décidé qu'on ne pouvait pas mettre en cause la responsabilité des dirigeants sur la faute de gestion du fait d'une défaillance financière, puisque ce n'est pas une erreur de managériale. Donc je pense qu'on peut faire un parallèle avec les entreprises du Health-Tech et la Covid-19 maintenant. Très bien. Donc pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de renforcement de la responsabilité des dirigeants, mais un renforcement de la vigilance que les dirigeants des Health-Tech doivent apporter à la gestion de leur entreprise. De la vigilance, le message est bien passé. Il y a un certain nombre d'outils, les délégations de pouvoir, il y a l'assurance et QBE est un assureur, vous êtes là pour ça. Merci de cette intervention. Merci. Je vais passer la parole à Paul-François Fournier. Alors, la BPI est un partenaire absolument essentiel des Health-Tech depuis déjà plusieurs années. Est-ce que vous voulez nous donner un éclairage sur ce qui s'est passé en 2020, sur les formes que l'engagement de la BPI a pris en cette année 2020 très particulière ? Alors, année exceptionnelle, évidemment, et du coup, année exceptionnelle aussi en financement. D'abord, en montant, évidemment. Cette année, on aura fait en direct près de 420 millions d'euros de financement. C'est 3 fois plus qu'en 2019, sans compter évidemment les PGE qui ont probablement au moins doublé cette somme. Je voudrais noter 2 choses derrière ces chiffres. La première, c'est que, en fait, le plan Deep Tech, qui est absolument essentiel, la ministre le rappelait,
pour accélérer le transfert de technologies et nourrir l'écosystème de nouvelles technologies et de nouvelles startups a commencé à porter ses fruits en 2020, malgré la crise. Et on a quasiment augmenté de 50% les financements autour de ces deep tech et du transfert de technologies. Donc là, il y a une dynamique qui commence à se créer, qui est, je crois, très prometteuse pour l'avenir. Et le deuxième sujet derrière ces 420 millions d'euros, c'est les AMI autour de la production, autour des traitements, qui évidemment étaient essentiels, mais ont aussi permis de décloisonner et de créer une façon de travailler qui on l'espère, et la ministre a tracé la route tout à l'heure, est absolument, je crois, révolutionnaire et répond à un certain nombre d'enjeux. Le deuxième, évidemment, moteur du financement, c'est les fonds propres, qui sont essentiels, en particulier dans les biotech. Et là aussi, c'est une très belle année, 125 millions d'euros en direct. On reste un acteur marginal du capital risque en direct, mais on est quand même un gros acteur. Et on a joué, je crois, on a joué le jeu avec nos co-actionnaires cette année, puisque c'est quand même un gros investissement pour accompagner dans la crise. Et puis, 140 millions d'euros en fonds de fonds. Et je crois qu'il faut aussi noter, parce que derrière ces 140 millions d'euros en fonds de fonds, ça veut dire des fonds qui se sont closés en pleine crise, des partenaires institutionnels avec les fonds Tibi qui ont joué le jeu, c'est 600 millions d'euros qui vont venir se rajouter aux 4 milliards de dry powder, c'est-à-dire d'argent qui sont disponibles pour la biotech. Donc il y a des moyens, en particulier pour faire grandir les fonds. C'est la dynamique qu'on voit depuis maintenant quelques années. La taille moyenne des fonds a plus que doublé dans les biotech. Évidemment, il faut que ça continue, mais là aussi, il faut continuer. Et je crois que la crise a démontré la résilience du système, c'est-à-dire que pendant la crise, les travaux ont continué. Et donc là, pour nous, c'est un point d'inflexion. En plus, avec, encore une fois, les moyens que la ministre a confirmé dans les années à venir, je crois qu'on peut être extrêmement ambitieux dans les années à venir pour faire en sorte que notre écosystème accélère encore sa croissance, pour faire encore plus de TI. Merci beaucoup, merci Paul-François. Je crois qu'il y a une action particulière de la BPI, de BPI France dans le secteur de la e-santé. Alors effectivement, j'ai oublié la e-santé qui est un sujet absolument essentiel. Vous allez en dire plus de mots. On a, nous, lancé un fonds qui s'appelle Patient Autonome, et lancé en 2020, là aussi pendant la crise, un incubateur autour des sujets du digital dans le traitement du patient. Et puis on a vu aussi évidemment une de nos participations, Doctolib, et on voit à quel point ces entreprises sont absolument essentielles dans maintenant la façon dont on va gérer la santé. Merci beaucoup. Alors, ça me permet la transition vers l'intervention de Stéphane. Alors, Stéphane, évidemment, e-santé, on pense en 2020, on pense à l'explosion de la téléconsultation, mais c'est beaucoup plus large. Est-ce que vous allez pouvoir nous dire un mot sur justement l'évolution de l'usage, mais également du cadre, de l'acceptabilité et de plein d'autres de tendances qui intéressent la e-santé, encore une fois, en termes de regard sur cette année 2020 ? Oui, alors je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de la téléconsultation dans un premier temps, puisque, pour vous donner un chiffre, il y avait en février 2020, donc juste avant la crise, 40 000 téléconsultations. On en a compté plus de 4 millions en avril. Et on est aujourd'hui sur une tendance où les téléconsultations représentent près d'un quart des consultations. Donc on a là une transformation de l'usage très claire en matière de e-santé. Une acceptation même des usages numériques au-delà de la santé qui s'est vue accélérer par les visioconférences et l'utilisation des applications de chat par une large population et pas seulement celle qui était habituée à ces outils. Maintenant, il faut voir aussi que la e-santé, ce n'est effectivement pas que la téléconsultation, c'est aussi la télémédecine au sens large, avec la téléexpertise, la télésurveillance. C'est la transformation des parcours de soins par les outils numériques d'une manière générale. Et c'est aussi et surtout la collecte des données, l'utilisation des données pour développer des applications, notamment, et on a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure avec la ministre, pour permettre d'améliorer les diagnostics, pour permettre d'accélérer la recherche clinique en fournissant des outils aux entreprises menant des études cliniques, voire en proposant des critères de jugement digitaux pour ces mêmes études cliniques. Donc c'est tout ça. Et s'il y avait un autre chiffre à retenir, c'est évidemment l'annonce du 1,4 milliard qui a été débloqué pour la e-santé dans le cadre
du Ségur de la santé. Ce milliard 4 est destiné à transformer, en tout cas à rattraper le retard, tel que ça a été dit, du numérique en santé. On espère que ce sera fléché essentiellement vers les établissements de soins pour leur permettre de sortir de cette forme de bunkérisation de la donnée de santé. Et on le voit avec le hacking qui a eu lieu à Dax, à l'hôpital de Dax hier. Cette approche, de fait, n'est pas infaillible et manque de résilience. Et par ailleurs, si on veut que les innovations, notamment celles à base d'intelligence artificielle, puissent se déployer, il va falloir qu'on travaille en termes d'interopérabilité des systèmes, que les données puissent sortir et entrer dans l'hôpital de manière sécurisée. Et ça demande un investissement particulièrement important. On met 1,4 milliard sur la table. L'Allemagne a annoncé un plan similaire de près de 4,5 milliards. Donc on espère qu'on sera plus efficient que nos voisins et qu'on arrivera au même résultat. Et le dernier grand enjeu concerne les modèles économiques, puisqu'aujourd'hui, si on considère notamment les dispositifs médicaux en tant que logiciels, puisque la réglementation européenne aujourd'hui fait entrer les logiciels qui peuvent apporter un bénéfice clinique dans la catégorie des dispositifs médicaux, il va falloir aussi qu'on pense à leur mode de remboursement en particulier. Aujourd'hui, on a une première application en France qui a été remboursée en 2020, donc avec la société MoveCare. Il y a une première application aux États-Unis d'intelligence artificielle qui a reçu un remboursement Medicare pour son application à l'hôpital. Et on a un programme notamment en Allemagne qui rembourse maintenant des applications digitales et ils ont validé maintenant plus d'une 50aine d'applications. Donc c'est une tendance de fond qui est mondiale. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas que la France qui connaît cette transformation radicale, c'est le monde entier. Avec l'accélération due à la crise, on se retrouve dans une compétition qui était déjà mondiale, mais qui se retrouve accélérée, et il va falloir qu'on ait la capacité, l'agilité, notamment auprès des pouvoirs publics, pour répondre à la compétition mondiale qui s'organise et qui s'accélère. Bien sûr. Et alors, la prise en charge par la collectivité des produits de santé, c'est un enjeu essentiel en termes de dimensionnement du marché. Avant la prise en charge ou le remboursement, il y a l'évaluation. On sait que c'est très compliqué pour les autorités d'évaluer ces solutions très innovantes qui n'ont pas forcément de référent dans le passé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a initié un dialogue avec les autorités sur les nouvelles façons d'évaluer le bénéfice médico-économique de toutes ces solutions ? Alors oui, alors ça c'est une bonne chose. Notamment la Haute Autorité de Santé et la DGOS ont entamé des dialogues, notamment avec France Biotech et avec les industriels. Donc je dirais qu'on va dans le bon sens et on a contribué avec la commission e-santé de France Biotech à définir ce que pouvait être une classification des solutions numériques de santé. Maintenant, je pense qu'on gagnerait à avoir plus de culture digitale au sein des pouvoirs publics, notamment des organisations liées à la santé, pour qu'on parle le même discours, enfin qu'on parle le même langage et qu'on puisse aller dans la même direction et bien comprendre les enjeux spécifiques du digital en santé. Donc un travail de sensibilisation qui est au programme de la commission e-santé de France Biotech. Paul-François, un mot. Je fais un peu mon business, excusez-moi, mais on lance un AMI dans le cadre du programme d'investissement d'avenir 4 sur la e-santé ainsi que sur la bioproduction dans quelques semaines. Donc voilà, restez, regardez sur le site, mais je pense que c'est une très belle occasion de booster et de financer des très beaux projets de e-santé. Merci, l'appel est entendu. Alors, pour parler justement de financement et de financement sur le panorama général du paysage en France, on va commencer par Cédric. Cédric, alors EY est un partenaire historique du panorama, donc vous avez une vision un petit peu prospective et dynamique. Alors, quelle grande tendance est-ce que vous pouvez tirer sur l'année 2020 ? Alors la première tendance, c'est que l'industrie de santé est extrêmement résiliente puisque l'année 2020, si on prend les États-Unis et l'Europe, est la meilleure année depuis 2015, dernière année qu'on suivait. Donc avec une croissance assez significative des investissements dans la santé, puisqu'on est à peu près sur 15%, mais avec une grosse disparité puisqu'on a plutôt 20% sur les États-Unis et ISO sur l'Europe. Et sur les États-Unis, ça s'explique par le boom des IPO sur le Nasdaq, puisqu'on a la plus grosse année ever, avec 15 milliards, un peu plus de 15 milliards de fonds levés sur le Nasdaq par des sociétés essentiellement américaines, mais un peu européennes, un peu asiatiques. Et pour donner un exemple, cette semaine, on a 9 IPO de sociétés américaines sur le Nasdaq. Donc un marché avec une grande profondeur et des montants levés qui sont extrêmement conséquents. Du coup, l'Europe
à un montant levé global qui est un peu plus faible et qui est assez stable. Si on regarde de manière extensive, c'est-à-dire tous les montants levés en Europe, donc je rajoute les montants levés par les sociétés cotées sur lesquelles Guillaume reviendra, on a quand même une croissance qui est aux alentours de 10%. Et cette croissance, elle s'explique essentiellement par la croissance sur le capital risque. Donc les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, qui ont levé plus de fonds que les années précédentes. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des très gros tours. Donc il y a eu des tours au-delà de 100 millions d'euros en Europe. Il y en a eu 9 l'année dernière. Il y en avait eu uniquement 5 l'année précédente. Donc les sociétés concernées, vous les connaissez tous, puisqu'il y a les 2 sociétés allemandes qui sont BioNTech et CureVac. Et puis il y a aussi Evotech et quelques autres sociétés européennes. Aucune société française n'a levé plus de 50 millions. Ce qui s'explique partiellement par l'émergence des fonds Tibi qui est récente, et donc cette capacité d'investissement n'est pas encore arrivée sur le marché français. Elle devra arriver sur les années qui arrivent, et donc il n'y a pas de méga deal, ce qui fait que les chiffres français sont moins significatifs que les chiffres des autres pays. Néanmoins, la France reste le 2e pays en termes de financement après l'Allemagne. Sur les 3 dernières années en cumulé, et si on regarde que l'année 2020, elle est passée en 3e position derrière l'Allemagne. Si on regarde maintenant la France uniquement, donc sur la France, le montant global levé, c'est à peu près 1,5 milliard, donc c'est en retrait par rapport à l'année dernière, essentiellement parce qu'on a un effet de base. L'année dernière, on avait Doctolib, dont Paul-François Fournier a parlé, qui avait levé 150 millions, donc un deal assez significatif ce qui n'a pas été le cas cette année pour cette société ou d'autres, et donc on est en retrait. Mais si on retraite Doctolib, on est à peu près à iso-financement par rapport à l'année dernière. Par contre, avec une nature de financement qui a un peu évolué, puisqu'on a un peu moins de levée de fonds secondaires, donc de sociétés qui se refinancent sur les marchés en capital. Et par contre, on a eu énormément de dettes qui ont été levées par les sociétés cotées notamment, donc de dettes liées au PGE. On parle de 800 millions d'euros de dettes contre à peu près 300 l'année précédente. Donc on voit bien que la dette a pris le relais des levées sur les marchés pour continuer à financer l'innovation. Au final, le montant de l'innovation, du financement de l'innovation est donc plus important quand on met la dette et les levées en capitaux que ce qui était l'année dernière. Et Cédric, y a-t-il lieu de s'inquiéter de ce financement par la dette ? Alors pas du tout. En fait, on en a un petit peu parlé précédemment, mais les sociétés ont eu un retard de 3 à 6 mois dans leurs essais cliniques liés à la première phase du Covid. Et donc ce financement par la dette a permis de faire le bridge et de financer cette phase un peu de retard. Mais ces sociétés-là, ayant continué à développer leurs produits, elles vont être capables d'avoir recours au marché ou aux nouveaux fonds qui sont en train de se construire. Et donc, ces levées de fonds en capital permettront de rembourser la dette. Donc, il n'y a pas de sujet lié à cette levée de dette. C'était plutôt nécessaire, et ça a permis à l'écosystème de continuer à développer et de ne pas prendre de retard par rapport à d'autres secteurs d'activité où il y a des retards beaucoup plus conséquents. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a parlé précisément de l'appel public à l'épargne, des sociétés cotées. Alors, on a avec nous Guillaume. Guillaume, Euronext est également partenaire depuis plusieurs années. Donc, on a hâte de vous entendre sur les leçons à tirer de 2020 et puis un petit peu les perspectives. Et voilà, quelles sont les perspectives pour les sociétés et pour les investisseurs qui voudront, on l'espère bien, investir dans la health tech en 2021. Merci Alexandre. Quand on parle de financement, on peut parler d'abord de montant, et puis ensuite il y a la deuxième partie, c'est la valo. Et là, pour le coup, l'année 2020 est vraiment une année à ce titre exceptionnelle, puisque la valorisation de la health tech cotée en Europe et en particulier en France, après 2 années difficiles en 2018 et 2019, a significativement progressé en 2020. C'est d'ailleurs le meilleur secteur en termes de performance boursière pour cette année. Et sur les valeurs françaises, elles ont progressé en moyenne d'un peu plus de 50%, et encore plus pour celles qui étaient en première ligne sur la lutte sur la crise sanitaire. On a eu parfois des parcours impressionnants. Et aujourd'hui, les valorisations de la health tech cotée, elles sont redevenues cohérentes et attractives par rapport au monde du capital risque, ce qui va permettre aux marchés financiers de reprendre leur rôle de relais pour financer et faire grandir les projets français et européens les plus prometteurs. Et si on regarde le pourquoi, il y a eu ce rebond des valorisations cette année,
c'est une conjonction de facteurs intéressantes. La première, c'est qu'on parle de crise sanitaire, mais n'oublions pas, il y a aussi une crise économique qui a été assez violente, qui est toujours assez violente, et le secteur de la health tech est par construction et par nature un secteur très résilient. On parle de décalage de 3 à 6 mois sur certains produits, mais vous imaginez par rapport à d'autres secteurs et à d'autres activités, c'est presque marginal. Donc il a joué ce rôle de valeur refuge. Les investisseurs ont pu se projeter et on a eu d'ailleurs beaucoup de bonnes nouvelles sur le front thérapeutique, sur le front de développement. Les programmes ont continué, les investissements ont continué, les innovations ont poursuivi et en plus, on l'a mentionné, les équipes ont même continué à recruter. Donc on voit bien que c'était un secteur qui a été peu touché, ou moins touché. Il y a aussi une dimension d'agilité et la filière française a été, je pense, aussi un exemple en Europe. Agilité elle s'est remobilisée très vite pour apporter des solutions concrètes à la crise sanitaire. Alors, on parle beaucoup du fait que la France n'a pas eu de victoire sur la course à la première génération de vaccins. On verra pour la deuxième, il y a des projets en cours et qui annoncent des bonnes nouvelles récemment. Mais par contre, on sous-estime qu'il y a eu une quinzaine de sociétés de la health tech française cotées qui ont joué un rôle important dans le diagnostic, dans les traitements, qui ont très vite apporté des solutions. Et ces sociétés-là ont été extrêmement entourées, extrêmement suivies par les investisseurs parce qu'en bourse, comme dans la vie quotidienne, tous les regards ont été placés sur les acteurs de la santé avec beaucoup d'espoir et en bourse, clairement, la filière n'a pas déçu. Et puis il y a peut-être un troisième élément qu'il faut intégrer, c'est après le pic de peur qu'on a tous eu en février-mars, dès les mois d'avril, en fait, les marchés financiers se sont largement réouverts et on a connu une grande dynamique en faveur des entreprises de croissance alimentée par le regain d'intérêt auprès de 2 catégories d'investisseurs. D'abord, on a gagné en France près de 800 000 actionnaires individuels depuis 18 mois, ce qui est colossal à l'égard de la culture financière de ce pays. Et puis aussi, parce que les investisseurs du monde entier ont regardé la health tech française et européenne, et on a gagné sur les sociétés cotées chez nous pratiquement 30% d'investisseurs institutionnels en plus, et pas seulement américains, mais aussi européens, et d'ailleurs beaucoup en Europe. Donc, 2020 a été aussi une bonne année en termes de financement. Outre le rebond des valorisations, on l'a vu dès le mois d'avril-mai, le secteur de la health tech cotée a été un des premiers à pouvoir refaire appel au marché pour financer ces projets. Il y a eu beaucoup d'opérations, quasiment 400 sur les marchés d'Euronext, qui est là aussi un record. Effectivement, depuis 2015, mais même bien avant, parce que 2015, c'était un précédent point haut historique. Donc, en fait, on est sur des cycles qui sont très bons. Il y a 2 choses intéressantes à noter, c'est que d'abord, quasiment toutes les opérations ont été un succès. Donc, il y a eu très peu d'échecs, il y a vraiment une opération très bien entourée. Mais effectivement, comme l'a mentionné Cédric, on n'a pas en France de gros acteurs. On n'en a pas assez, en tout cas. On en a quelques-uns, bien sûr, mais on n'en a pas assez. Et du coup, on n'a pas eu de grosses levées à 500 millions, à 1 milliard d'euros, comme on a pu l'avoir chez nos voisins allemands, mais y compris sur les marchés d'Euronext, en Belgique, par exemple. Et ça, c'est la même infrastructure, c'est le même bassin d'investisseurs. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, on est assez confiants pour dire... quand on aura des projets qui auront besoin de lever 100, 200, 300, 500 millions, etc., aujourd'hui, on a tous les indicateurs au vert pour qu'elles puissent le faire. Merci Guillaume. Donc on retient que on n'a pas encore on n'a pas encore assez de gros acteurs sur le secteur en France, mais le recours au marché reste très prometteur pour les entreprises qui sont bien positionnées et pour les investisseurs, c'est pas du tout trop tard. Au contraire, c'est encore tout à fait le moment en 2021 s'il me reste une minute, effectivement, on n'a pas eu d'IPO en 2020, mais dès janvier 2021, on en a eu 2 et on en aura d'autres. Et les 2 premières ont été extrêmement bien suivies. Extrêmement bien passées. Et donc on espère que c'est prometteur pour la suite de l'année. Merci infiniment à tous. Merci de votre participation. Je vais vous laisser regagner vos places et j'appelle pour la deuxième table ronde Éric Fourneret, philosophe, chercheur associé à Grenoble Institut de Neurosciences, à l'Institut de philosophie de Grenoble et chercheur associé à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Florence Juzeau, professeure des universités en sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, présidente du Collège des économistes de la santé, et Clémence Thébault, maître de conférences en économie de la santé à l'Université de Limoges, chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine, membre du Collège des économistes de la santé, et vous disposez d'une double qualification universitaire en économie et en philosophie. Alors on a un panel universitaire très distingué, et je vais laisser à Franck, le président, le soin de modérer cette deuxième table ronde.
Merci beaucoup, merci Alexandre. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Donc, vous l'avez entendu, la ministre nous a indiqué qu'effectivement, parmi les grands projets du CSIS 2021, c'est de renverser un petit peu la table entre cette dynamique entrepreneuriale et la capacité de notre système de soins à appréhender ces innovations et à les accompagner. Je crois que ça va être un des gros thèmes de notre discussion et vous l'avez vu, hein, donc un écosystème qui est particulièrement dynamique, des innovations, qu'elles soient dans le domaine des biothérapies, qu'elles soient dans le domaine des dispositifs médicaux, qu'elles soient dans le domaine de la e-santé. Ces innovations-là vont révolutionner la médecine dans un certain nombre de secteurs. Elles vont faire de la médecine de demain une médecine de précision, une médecine de prévention, une médecine aussi qui va changer la façon d'appréhender les parcours de soins. On l'a vu aussi très récemment sur les biothérapies, hein, donc tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire, anticorps monoclonaux et autres approches de biomédicaments qui nécessitent des infrastructures extrêmement coûteuses et qui à terme peuvent coûter extrêmement cher pour un système de santé. Et donc l'idée, là, pour moi, la première question que je voulais vous poser, c'est justement, dans ce contexte-là, comment faire en sorte, quel est finalement pour vous le système de santé par rapport à celui qu'on a aujourd'hui, comment notre système de santé doit évoluer pour mieux appréhender, mieux anticiper et prendre en compte ces innovations qui vont arriver d'ici 5 à 10 ans. Voilà, donc je vous laisse un petit peu la main pour réagir là-dessus. Donc on va peut-être commencer par Florence. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, la première chose que l'on peut dire, c'est que c'est vraiment une chance pour l'ensemble de la société en termes d'amélioration, bien sûr, de la survie, mais aussi des conditions de vie des patients. Et donc, évidemment, nos sociétés s'enrichissent. On a aussi les moyens, peut-être, d'aller vers ces innovations. Alors, une fois que l'on a dit ça, ça nous pose quand même plusieurs questions. Madame la ministre l'a rappelé, les dépenses de santé sont encadrées à ce jour dans le cadre de l'ONDAM. Et on sait que c'est une contrainte et qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup des prix coûteux de l'innovation ont été absorbés, par exemple, par l'extraordinaire diffusion des génériques. Donc, quelque part, la société a essayé aujourd'hui déjà d'absorber en partie certains coûts pour permettre l'innovation. On n'est pas certain de pouvoir aller plus loin dans cette voie et donc ça va nous poser certainement la question déjà de la soutenabilité. Est-ce qu'on a les moyens de diffuser très largement ces innovations ? Peut-être, mais dans ce cas-là, c'est un choix de société, celui du bon niveau des dépenses de santé pour accéder à cette innovation. La deuxième question que moi, ça m'évoque, c'est le fait qu'on est en train de parler d'innovation très chère peut-être pour tous, mais peut-être aussi simplement uniquement pour certains. Et donc, ça nous pose là des questions d'équité au sein de notre système de santé qui est solidaire. Alors, solidaire, évidemment, entre bien portants et malades, entre riches et pauvres grâce à notre financement public, mais on voit que les innovations concernent quand même certaines pathologies. Et donc, si on était obligé de faire des arbitrages de certains types de soins pour financer l'innovation, cela nous amènerait à nous poser des questions de savoir quelles pathologies on choisit plutôt que d'autres. Et donc, à ce titre-là, et j'imagine que mes collègues pourront en parler, il s'agit de mettre en place des instruments pour avoir des priorisations dans le système de santé. Pour se dire, OK, face à ces choix que nous avons, il faut des bons instruments. Ça veut dire quoi, des bons instruments ? Eh bien, ce sont des instruments qui vont nous permettre de comparer quelque part la valeur, mais pas la valeur au sens économique, la valeur pour la société, la valeur en santé de chacune des innovations, et face à leur coût, afin que l'ensemble de la société soit d'accord, par exemple, pour se dire, on investit tous dans cette biothérapie, et on trouve ça juste. Et en contrepartie de ça, par exemple, on paye plus d'impôts ou on a moins accès à certains autres soins. Eric, peut-être, sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Quand on parle d'innovation, que ce soit thérapeutique, donc biotechnologie et les technosciences, on parle aussi de nouvelles capacités d'action sur l'homme, pour l'aider, mais aussi sur la nature de façon générale. Autrement dit, ces nouveaux pouvoirs d'action sont aussi de nouvelles responsabilités. Et peut-être qu'une des premières responsabilités par rapport à l'innovation et à tous ces progrès qui sont réalisés en biotechnologie et en technosciences,
c'est celui peut-être aussi de ne pas compromettre justement la solidarité entre les individus. Si l'innovation ne concerne que quelques-uns, et on sait que selon la classe sociale, l'accès aux soins est parfois difficile, et la Fundee, par exemple, est un très bon exemple, où on voit bien qu'en fonction d'une classe sociale précaire, les trajectoires de fin de vie sont très compliquées. Finalement, on perd de vue cette valeur qu'est la solidarité. Autrement dit, si l'innovation, c'est que pour quelques-uns, ou même quelques-uns qui est un grand nombre, mais par rapport à la totalité, ça reste un petit nombre, eh bien, on est peut-être défaillant sur ce respect de la valeur qu'est la solidarité. Et ça, eh bien, c'est une responsabilité qu'il faut prendre en considération, mais dès le départ, dès qu'on pense l'innovation, on doit déjà penser sa trajectoire de cette innovation à l'intérieur de la société. Merci beaucoup. Clément, justement, sur ces choix de société, quelle serait la façon justement de poser la question de façon démocratique et de dire quel type de système de santé on veut pour la France? Oui, alors je vais peut-être reprendre un peu finalement tout ce qui a été dit, mais sous un autre angle, et rappeler peut-être quelque chose d'évident. Compte tenu du prix de ces innovations, compte tenu aussi des gains qu'elles permettent d'apporter aux patients, en fait, finalement, ça ne vient pas remettre en cause la solidarité, ça la réinterpelle. C'est-à-dire qu'en fait, personne aujourd'hui, quasiment aucun ménage ne peut payer lui-même ces traitements-là. Donc en fait, finalement, je veux dire, ça vient reconfirmer notre système à nous, qui est le partage, la mutualisation des risques. Hein, c'est pareil, on ne peut pas envisager que ce soit les mutuelles, les assureurs privés qui les prennent en charge, parce que la prime d'assurance qui en découlerait serait aussi inabordable. Hein, donc finalement, je pense que ça ne remet pas en cause notre système, au contraire, ça le confirme. Peut-être que, et là c'est ce que mes collègues ont souligné aussi, en revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un besoin de transparence, à la fois du côté des patients et aussi du côté des industriels. Finalement, peut-être plus de clarté sur les règles du jeu, les règles de décision, ce qu'évoquait Florence. Pourquoi est-ce qu'on décide de rembourser un traitement ou de dérembourser un autre traitement qui n'est pas très efficace par rapport au coût qu'il représente? Pourquoi est-ce qu'on décide de cibler sur telle population de patients et pas sur telle autre? Et donc effectivement, on a un outil qu'évoquait Florence. En fait, c'est le ratio coût-efficacité et notamment des valeurs de référence qui permettent de dire, voilà, en France, quelles sont, c'est ce vers quoi on pourrait aller, quelle est la valeur collective qu'on accorde à l'allongement de la vie, à l'amélioration de la qualité de vie. Et ça peut être aussi utile pour les industriels parce que finalement, ça leur permet d'anticiper, de pouvoir dire, voilà, si mon produit il arrive à telle différence d'efficacité, voilà quels sont les niveaux de prix que je pourrais légitimement demander sans qu'on me reproche finalement de demander trop cher. Et il y a des écosystèmes où c'est déjà en place ce genre d'outils? Oui, et bien cette sûr. Transparence-là? Oui, bien sûr. En Angleterre, par exemple, c'est quelque chose qui est utilisé. Et de manière implicite aussi, il y a des valeurs seuil en Suède, aux Pays-Bas. La Belgique aussi fait des choix de traitement en fonction de niveau. Alors, ce n'est pas de prix, vous comprenez bien, c'est en fonction du prix par rapport à ce que cela apporte. L'idée, ça n'est pas de refuser une technique parce qu'elle est juste trop chère, parce que ça pourrait être juste une question de budget intertemporel, Voilà, à savoir si cette année-là, on a l'argent. Notre problème n'est pas comptable. Notre problème est plutôt de savoir, est-ce que cette innovation vaut le coup? Est-ce que la société a envie de faire cet effort-là? Et plutôt que, par exemple, d'investir dans d'autres stratégies de prévention, par exemple. Éric, vous vouliez ajouter Oui, quelque chose? finalement, c'est une question de démocratie sanitaire, plus que de démocratie participative au sens strict du terme. C'est une question de démocratie sanitaire. C'est comment chacun, finalement, en étant mieux informé, plus sensibilisé à ces enjeux-là, peut faire entendre sa voix sur ce que lui considère être comme prioritaire. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'avoir une démocratie sanitaire qui se fait avec des experts, que ce soit en économie, que ce soit en éthique, que ce soit en biomédecine, etc. Il s'agit aussi d'inviter la société dans sa totalité à prendre la parole sur ces questions-là, sur ces enjeux-là. Ce que les uns et les autres ont d'important à dire, il est important que les pouvoirs publics en prennent connaissance aussi. Donc en tout cas pour vous, transparence des pouvoirs publics sur les choix d'investissement en santé et transparence de la part des industriels sur les coûts réels pour aboutir à l'innovation. C'est ce que Non, pas nécessairement sur les coûts réels. En fait, là, on travaille sur la valeur des bénéfices, la valeur économique et sociale des bénéfices en santé qu'on produit. Et on exprime ça sous la forme d'un ratio coût-efficacité. Et à partir de là, on met en perspective ce ratio coût-efficacité avec ses valeurs pour la vie
qu'on a révélées au moyen d'enquêtes qui permettent de savoir ce qui compte vraiment pour les gens en France. Et c'est sur la base de ces enquêtes-là qu'on peut, du coup, fonder le processus de délibération. La transparence, quand même, peut être aussi une exigence démocratique, alors plus générale. Ces innovations sont financées par des fonds publics, et j'allais dire qu'en tant que citoyen qui paye ses impôts, on peut se demander comment nos impôts sont utilisés. Et à ce titre-là, on peut se demander si ce que l'on paye est raccord, j'allais dire, avec la valeur créée pour la santé, mais on peut aussi se demander quel est le niveau de coût. Et moi, je pense quand même que aujourd'hui, il y a beaucoup de protection par le secret industriel des coûts, beaucoup de manque de transparence sur les négociations qui sont faites sur le prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Et selon moi, avoir un peu plus de transparence, en tout cas, c'est ce que le Conseil national d'éthique, comme d'autres institutions, ont rappelé et demandé, ne pourrait être qu'un élément de plus d'adhésion de l'ensemble de la société au financement de ces innovations coûteuses. Et il me semble aussi que ça serait un pas de plus vers une juste négociation et pas simplement des jeux de lobby, j'allais dire, qu'ils soient publics ou privés, mais plutôt se dire qu'on marche ensemble pour un bien commun. Merci. Je voulais aussi vous faire intervenir par rapport à ce qui s'est passé sur cette période, sur la crise sanitaire, et comment vous voyez justement la relation actuellement entre les entreprises innovantes en santé et l'innovation en santé au sens large et notre système de santé aujourd'hui. Et quelles sont, selon vous, les choses qui se sont passées? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vont nous permettre à présent d'aller vers un réalignement, en tout cas, et des ambitions communes? J'y vais. C'est une chose de penser la santé de demain avant mars 2020, c'en est une autre de la penser aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, avec l'épidémie, on touche les questions, mais vraiment dans sa diversité la plus absolue, on touche la question de la santé dans sa matérialité et dans sa signification la plus radicale pour nous en tant qu'être humain. Autrement dit, on ne peut pas opposer d'un côté l'économie et mettre la santé de l'autre. On ne peut pas mettre la liberté d'un côté, l'économie et la santé encore. Autrement dit, penser la santé pour demain, alors qu'on est en pleine épidémie encore aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement penser contre les oppositions. Et s'il y a une innovation, elle est aussi là. Elle n'est pas simplement dans les biotechnologies et dans les technosciences. C'est aussi innover en termes de pensée. C'est-à-dire comment accompagner les innovations pour que d'un point de vue économique, elles ne soient pas en opposition avec le sanitaire, pour qu'elles ne soient pas en opposition avec les libertés individuelles, etc., etc. Et ça, on a besoin que tout soit articulé et pas forcément juxtaposé. Ce n'est pas un jeu de Lego. C'est véritablement une articulation fine, subtile. Moi, il me semble que ce que cette pandémie a montré, c'est que la société avait une disposition à faire des sacrifices extraordinaires pour la santé. Oui. Que ce soit dans les dépenses de santé, mais aussi dans tous les sacrifices, que ce soit industriel, et vous le savez bien, mais aussi nous à l'université, dans ce qu'on fait subir à nos métiers, à nos étudiants, et chacun dans nos libertés. Donc on voit que c'est une valeur importante, et donc ça confirme l'importance de faire progresser notre qualité de vie et notre espérance de vie. Ça nous dit aussi, comme on l'a dit, qu'on allait devoir quand même penser tout cela ensemble. Et il me semble que cette crise, chacun individuellement, nous a amené à nous poser la question de quel risque je suis capable de prendre pour ma santé, pour par exemple aller voir des amis ce soir. Quel risque je suis capable de prendre pour ma santé, pour aller voir mes vieux parents. Et la santé d'autrui, la santé pour moi, la santé pour mes parents. Et d'un autre côté, on s'est posé la question des sacrifices qu'on trouvait acceptables en matière de santé pour continuer à vivre et inversement. Et donc, moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de majeur, c'est que jusqu'à présent, quand on parlait de la valeur statistique, comme on dit, de la vie ou de la santé, chacun nous regardait comme si on était un petit peu des êtres monstrueux et non éthiques, alors que c'est pourtant très éthique de se poser cette question-là. Mais je pense que cette crise a révélé à chacun d'entre nous que cet arbitrage existait
Et donc, je pense que les discussions sont aujourd'hui beaucoup plus faciles. Et en tout cas, moi, j'ai bon espoir que toutes ces techniques d'évaluation médico-économique qui étaient vues comme un petit peu artificielles, eh bien, prennent beaucoup plus de sens pour chacun des citoyens et dont sans doute également les parties prenantes des institutions. Clémence ? Oui, difficile de compléter parce que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, effectivement, quand même une prise de conscience de tout ce travail qui a été fait par tous ces acteurs qui sont arrivés à produire des vaccins, à avancer dans les thérapeutiques. Je pense qu'on a tous ressenti, quand on a un proche vacciné, beaucoup d'émotions à voir comment, en quand même moins d'un an, on en arrive là. Donc déjà, beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à arriver à ça. Et après, effectivement, c'est cette mise en exergue, la question du sacrifice à consentir pour la santé. Je pense que là, la collectivité s'est invitée dans ce débat qui était avant peut-être un peu réservé à des initiés. Aujourd'hui, tout le monde veut y participer. Jusqu'où on est prêt à sacrifier pour la santé. Et en fait, finalement, cette question, elle est lancinante. Elle était lancinante avant. Elle va continuer de l'être en dehors de la pandémie, puisque c'est celle que posent justement des technologies innovantes et coûteuses. Et donc, je pense qu'on peut à la fois utiliser ce que ça a révélé et surtout, du coup, profiter de cette occasion pour avoir un vrai débat démocratique là-dessus et puis avancer dans l'explicitation des critères de décision. Oui, on a tendance parfois un peu à montrer, avec beaucoup de simplisme et de facilité, à montrer le libéralisme économique, même dans la recherche, comme un monstre qu'il faut bannir à tout prix. C'est cette compétition entre les centres de recherche aussi qui a permis d'aller aussi vite pour mettre en œuvre un vaccin, des vaccins, même pas un, mais des vaccins. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler, c'est-à-dire que ce libéralisme-là, il n'est pas que porteur de mauvais messages, il est aussi un vecteur pour aller vite et aller bien quand on en a besoin, c'est-à-dire quand on est dans une situation urgente, comme ça a été notre cas, et quand je dis notre cas, je parle de l'humanité dans sa globalité. Ce n'est pas simplement la société française. Et c'est important de rappeler que finalement, il y a des trajectoires que l'innovation peut prendre et qu'elle prend bien, c'est-à-dire qu'elle se met avec à disposition des individus. Et à disposition des individus, mais en même temps à leur propre service aussi, parce qu'il faut être réaliste, elles ont besoin de vivre, ces sociétés-là. C'est des sociétés qui ont besoin aussi de faire de l'argent. Voilà. Mais finalement, on est tous gagnants à ce niveau-là. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Enfin, moi, je pense que cette pandémie nous a appris qu'on pouvait se mettre ensemble entre États pour négocier avec l'industrie. Elle nous a appris qu'on pouvait avoir aussi des modes de rémunération et de discussion des prix innovantes. On a eu du pré-achat. Alors, je ne dis pas qu'on pourra faire ça dans tous les autres contextes, mais on voit en tout cas que ça peut peut-être aussi ouvrir la voie sur des choses qui ne marchaient pas très très bien jusqu'à présent, qui étaient les contrats de partage de risque, par exemple. Enfin, quand je parle de cette idée de négociation mutuellement avantageuse, moi je pense que les industriels se sont montrés aussi comme des partenaires de cette volonté de répondre à un besoin de santé publique et d'intérêt général. Et donc, je pense qu'il est temps de réfléchir à quelles sont les bonnes manières de prolonger ça dans le temps, et pas que dans le cadre d'une pandémie mondiale, mais d'une manière générale, se trouver de nouvelles règles pour bien penser ces négociations. Le but, c'est pas faire de l'angélisme, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, il y a des mauvaises personnes aussi ailleurs. Enfin, je veux dire, le monde, il est monde, voilà. Mais c'est tout simplement dire que quand on veut, on peut. Je voudrais juste qu'on finisse, avant d'accueillir Cédric O, sur quelques recommandations que vous auriez, parce qu'on a ce soir un certain nombre d'entrepreneurs qui nous suivent en direct. On a aussi sans doute un certain nombre d'acteurs de l'écosystème de l'innovation, que ce soit des financeurs, que ce soit des investisseurs, peut-être des pouvoirs publics, je l'espère, qu'ils nous écoutent un petit peu. Et ce que j'aurais aimé, c'est que vous puissiez partager quelques recommandations. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour nous aussi de revenir sur nos fondamentaux, qui est quand même de pouvoir proposer des solutions le plus rapidement possible pour résoudre un certain nombre de problèmes de santé publique. Et donc d'avoir cette vision croisée entre des économistes de la santé et un philosophe. Pour moi, ça doit appeler aussi quelques recommandations de bon sens pour nos entrepreneurs, pour nos investisseurs et pour nos pouvoirs publics. Alors, on a déjà évoqué l'idée de transparence, l'idée d'avoir des
des coûts et des résultats les plus lisibles possibles. Je sais que les recommandations pour faire des analyses d'efficacité et de coût-efficacité sont dures. Nous, on réfléchit régulièrement sur les guides méthodologiques avec la Haute Autorité de Santé pour voir jusqu'à quel point on peut être moins dur sur les méthodes et avoir en même temps de la validité dans les résultats obtenus. Mais je pense que faire son maximum pour collecter des données en vie réelle, etc., pour véritablement documenter au mieux possible les gains apportés par les innovations. Ça, je pense que c'est important. Et ne pas simplement... alors c'est fait, mais pas partir du principe que c'est forcément très bien. Je pense qu'on a besoin, de l'autre côté, le régulateur a lui besoin d'expliciter ses critères et la manière aussi dont il articule les enjeux industriels et les enjeux en matière de santé. Ça, c'est clair aussi. Moi, il me semble aussi qu'il y a en tout cas des règles d'éthique et de transparence dont on a besoin pour réconcilier... et j'allais dire, pour ne pas faire d'amalgame non plus entre certaines petites start-up, certains grandes big pharma, je crois qu'on a besoin aussi de montrer la distinction à chacun d'entre nous sur cela. Et puis, je pense qu'il y a peut-être essayer, ce qui est déjà fait, mais encore approfondir, on l'a dit, la coopération entre la recherche fondamentale et le résultat final pour que l'innovation soit véritablement... inscrite peut-être dans les besoins de santé publique les plus prioritaires et pas simplement des niches qui seraient rentables. Éric ? Comme je le disais tout à l'heure, quand on parle d'innovation, on parle de nouveaux pouvoirs qu'on donne à l'homme et donc de responsabilités qui vont avec ces nouveaux pouvoirs. Et je dirais que dès la conception de ces innovations, il est extrêmement important qu'on réfléchisse, qu'on pense déjà les implications et la manière dont ces technologies et ces technosciences vont s'intégrer dans la société. Et c'est pourquoi je crois extrêmement important et très novateur finalement d'intégrer cette capacité de penser déjà à l'intérieur de ces startups, de ces entreprises. Je suis sur le ton un peu de la boutade, mais je trouverais très novateur que ces entreprises engagent des philosophes pour penser avec eux la conception des objets techniques qu'ils développent. Enfin, quand on développe des implants cérébraux équipés d'intelligence artificielle pour la réhabilitation fonctionnelle, voilà, il faut se poser les questions de que va devenir cette société qui sera composée aussi de personnes hybrides. Et donc, c'est pas une fois que c'est fait qu'il faut se poser la question, c'est tout de suite qu'il faut se poser des questions. Donc, il faut engager des philosophes. Merci. Clémence, un petit mot de fin et on va accueillir Cédrico. Très rapidement, peut-être effectivement, on a souligné dans le cadre de cette table ronde et dans la précédente l'importance des évaluations médico-économiques notamment. Faire de l'évaluation médico-économique sur des biotechnologies, c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter à l'objet. Donc pour ça, il faut réfléchir la méthode, innover dans la méthode, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir plus de coopération avec le monde académique, qui est aussi une forme de témoin impartial entre les tutelles et les industriels et qui sont intéressés d'innover sur ces questions d'évaluation. Un grand merci. Pour moi, c'était une révolution culturelle, en tout cas un grand changement. Donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup appris. J'ai adoré les discussions qu'on a pu avoir avant et maintenant. Donc j'espère qu'on restera en contact. Je pense que c'est très important pour l'écosystème qu'on continue à avoir aussi cette valence-là de réflexion sur des économistes de la santé et des philosophes. Donc un grand merci. Et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir à présent... Et je le remercie d'être avec nous, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Donc, merci beaucoup Cédric d'être là avec nous. Et donc, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup de m'accueillir, de se co-accueillir, puisque vous m'accueillez, mais Bercy vous accueille dans ces conditions toujours un petit peu compliquées, cher Franck, qui sont ces conditions Covid, mais c'était important, je crois, pour le gouvernement de prendre la parole dans cet événement de France Biotech, avec lequel, enfin en tout cas à titre personnel, les relations durent depuis assez longtemps, puisque j'avais eu l'occasion de beaucoup travailler avec France Biotech quand j'étais à l'Élysée, depuis que je suis secrétaire d'État au numérique et dans mes fonctions. Alors, je ne voudrais pas prendre trop de temps ni avoir un discours trop institutionnel, et donc je vais me contenter de partager quelques convictions avec vous.
qui sont celles du ministre que je suis, qui suit cette question des biotech depuis assez longtemps. D'abord, si on prend les sujets d'actualité, qui sont notamment en ce qui me concerne, avant de venir à la question qui surdétermine tout en ce moment, qui est la question du Covid. Donc si on prend les questions d'actualité du secrétariat d'État au numérique, et notamment de la publication de ce qu'il est convenu d'appeler le Next 40 et le French Tech 120, grâce notamment au travail des équipes de la BPI et de la mission French Tech. C'est intéressant de voir à quel point, dans ce qui est une manière d'estimer, enfin en tout cas d'avoir un paysage de l'innovation française et des entreprises innovantes françaises, à quel point il y a une forme de progression continue du secteur de la santé, des biotech, des health tech, des medtech, dans toutes leurs tech que l'on peut décliner. Et c'est le premier élément que je voulais évoquer, c'est-à-dire que quand on prend par catégorie de secteur dans ce classement-là, qui est une manière d'estimer l'impact du secteur de la santé dans l'innovation plus largement, dans l'innovation française plus largement, c'est aujourd'hui le deuxième secteur le plus représenté, après le secteur industriel, dans la typologie des entreprises, des 120 entreprises du French Tech 120, avec l'émergence d'entreprises à la fois très diverses et très intéressantes de différents profils. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que ces entreprises ne sont pas que parisiennes. En tout cas de la région parisienne. Et pour l'illustrer, je pense à 2 entreprises que j'ai visitées vendredi dernier et qui étaient extrêmement intéressantes à Marseille, dans 2 catégories qui sont très différentes mais qui sont évidemment toutes les 2 liées au secteur de la santé. ImCheck Therapeutics d'un côté, avec Pierre Despnous, je pense que ici tout le monde verra à peu près de quoi je parle, mais qui montre la capacité sur les immunothérapies, enfin en tout cas le savoir-faire française, la capacité à faire émerger des champions. On en avait déjà sur ces segments-là, mais en tout cas à faire émerger des champions à Marseille, avec un élément extrêmement intéressant que je tiens à signaler devant l'Assemblée, c'est que ImCheck Therapeutics ne tarissait pas d'éloges sur sa relation avec la NSM, ce qui, je pense, et en tout cas du point de vue du décideur public, était quelque chose qui m'a énormément plu. Et qui, je pense, montre un facteur d'amélioration qui est extrêmement important sur des sujets sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir parce que je pense que ce sont les vrais sujets d'actualité. Donc cette question cet exemple d'ImCheck Therapeutics est dans un style un peu différent mais non moins intéressant, Volta Medical, qui donc est une medtech, si on est un peu plus précis, qui accompagne les cardiologues dans leur traitement de l'arythmie, grâce notamment à des logiciels d'intelligence artificielle, qui vient de lever, je crois, une vingtaine de millions d'euros, extrêmement intéressant, un trio de cardiologues à Marseille. Et donc on a ce savoir-faire français en matière économique, dans ce secteur-là particulier, et cette tendance, qui est une tendance de la French Tech en règle générale, à faire émerger des entreprises extrêmement intéressantes partout en France, d'autres ailleurs. Et donc, c'est ce qui montre à quel point c'est intéressant. Deuxième élément que je voulais partager avec vous, et ça, je pense, c'est peut-être le plus important. Et je pense que ça concerne le gouvernement, ça concerne le secteur, ça concerne la société française plus largement. Je pense qu'il est nécessaire, c'est peut-être encore un peu trop tôt, de se poser les bonnes questions sur ce que nous sommes en train de vivre. Et je pense que quand je parle de ce que nous sommes en train de vivre, je fais référence à la période de la pandémie, à l'espèce de psychodrame et de dépression française sur l'absence de vaccin français, en tout cas à ce stade, et à la réalité des causes qui ont mené à ces conséquences-là. Et je fais d'une certaine manière le lien avec ce que j'ai dit juste avant sur la question de la NSM. Et ce qui me semblerait terrible, c'est que nous ne serions pas capables, en tant que société, en tant qu'économie, en tant que démocratie, de tirer les vraies leçons, ou en tout cas de faire des choix les yeux ouverts sur ce qui nous a amené à cette situation. Si l'on regarde les 2 premiers qui ont amené
des vaccins au-delà de la phase 3 des essais cliniques et en commercialisation, ce sont dans les deux cas, que ce soit pour Pfizer ou pour Moderna, des startups. Puisque pour Pfizer, c'est BioNTech, et pour Moderna, c'est une start-up en elle-même, dirigée par un Français qui a décidé d'aller vivre aux États-Unis. Et ce qui serait terrible, c'est que l'on considère d'une certaine manière que si les Français n'ont pas été parmi ces deux premiers, c'est lié à des causes contingentes ou qu'on rejette la faute uniquement sur tel ou tel grand groupe français, l'incapacité des startups françaises à développer les bons produits. Je pense qu'il sera impératif à l'issue de cette crise que nous nous posions un certain nombre de questions. D'abord dans notre rapport sociétal au risque. Je veux dire, si aujourd'hui une bonne partie des startups et des biotech françaises vont faire, pourquoi une bonne partie des startups et des biotech françaises vont-elles faire leurs essais cliniques à l'étranger? Pourquoi la dernière prix Nobel française est allée faire ses recherches à l'étranger? Pourquoi une partie des biotech françaises est-elle financée par des fonds d'investissement étrangers? Pourquoi, dans des premières phases de commercialisation, cela commence-t-il à l'étranger? Je pense qu'on ne peut pas se contenter de considérer que c'est un effet d'un choix sectoriel et de politique uniquement sectorielle. Et je pense que cela pose plus largement des questions de rapport au progrès, de rapport à la technologie de nos sociétés, mais on ne peut pas être dans le même temps un pays qui chasse les conflits d'intérêts jusqu'à l'absurde. Et c'est un sujet qu'on connaît bien dans le secteur des essais cliniques, qui refuse une forme de financement privé de l'innovation en considérant que tout doit être financé par le public, qui refuse la question du risque et qui considère que tout accident doit déboucher dans un surdurcissement des règles. Et en même temps se désoler du fait que ce soit les étrangers qui, les premiers, développent de l'innovation. Et donc, me permet de partager quelques réflexions. Je ne suis pas certain que je rencontre beaucoup d'avis divergents dans cette salle sur ces questions-là, mais c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est que j'ai l'impression que la sphère médiatique et même la sphère politique ne se posent pas forcément les bonnes questions et ne fait pas forcément les bons liens de cause à effet entre des choix qui ont été des choix sociétaux qui sont respectables, mais qui ont des conséquences économiques. Et quand on parle de conséquences économiques, on parle en la matière, dans le secteur de la santé, des conséquences sanitaires extrêmement importantes. Alors, je pose les questions de manière un petit peu abrupte, mais parce que c'est quelque chose qui, en tant que Français, en tant que personne attachée au système médical français, en tant que personne attachée à la manière dont la santé est importante en France, j'ai l'impression que parfois, entre nos choix inconscients et nos choix conscients, il y a une forme de dissonance cognitive qui est assez problématique. Si l'on regarde le bon côté des choses, ce que montre cette crise, ce que rappelle cette crise, c'est le savoir-faire des chercheurs français, le savoir-faire et l'excellence des biotech françaises, le savoir-faire des managers français, Stéphane Bancel en est un particulièrement, et donc le fait que la France est un rare pays à avoir l'ensemble des ingrédients pour faire en sorte d'être un pays leader en matière de santé, en matière d'économie de la santé, en matière de soins apportés à ses citoyens. Encore faut-il qu'elle en fasse le choix conscient, et ça nécessite de le faire les yeux ouverts. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pour terminer, quelques observations. Je rappelle que le panorama est déjà en ligne sur le site internet de France Biotech. Une copie papier sera adressée prochainement aux entreprises adhérentes. Une version anglaise sera également bientôt disponible. Et le panorama sera présenté en région avec le soutien et le partenariat des pôles de compétitivité.
Donc il nous reste à remercier l'ensemble des contributeurs à cette table ronde aujourd'hui, les équipes du ministère qui nous ont accueillis, les cabinets de Mme Pannier-Runacher et de M. Haut, et l'ensemble de nos partenaires. Merci, à l'année prochaine.